Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la notion de polarité. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Christian Junot. Christian, bonjour. Bonjour Philippe. Alors Christian, est-ce que tu es d'accord pour commencer de nous définir cette notion de polarité? Qu'est-ce que c'est qu'une polarité pour toi? Alors, je ne vais peut-être pas donner une définition en tant que telle, mais plutôt de voir qu'il y a un côté pile et qu'il y a un côté face, qui finalement souvent vont l'un contre l'autre, et qu'aussi longtemps qu'on se bagarre entre ces deux côtés-là, effectivement, il y aura comme une guerre intérieure. Voilà ce que j'ai envie de dire dans un premier temps, mais on aura l'occasion d'aller plus en profondeur par la suite. Alors justement, quand tu parles de ces deux parties de la pièce, quelles conséquences ça a quand il y a un aspect de moi, un côté de la pièce que je n'arrive pas à accueillir, à accepter, peut-être même à aimer, je dirais, de moi-même? Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une partie de moi que je rejette. Je prends l'exemple parfait, imparfait. Je rejette l'idée d'être imparfait, je rejette l'idée de faire des erreurs. Et donc, je vais comme me mettre de la pression pour absolument être parfait. Et en fait, ce que je vois systématiquement, je n'ai pas vu d'exception jusqu'à présent, c'est que chaque fois que je rejette une partie de moi, que je la repousse en quelque sorte, je vais l'attirer de manière inconsciente, non désirée, et avec des effets qui ne sont pas ce que j'aimerais. Du coup, le travail qui va consister à accueillir cette partie-là, à apprendre à aimer cette partie que je rejette, quelles conséquences ça va avoir pour la personne elle-même? Alors en fait, dès qu'il y a une partie de moi que je ne veux pas vivre, que je n'aime pas, en fait c'est une forme de guerre intérieure, c'est-à-dire de combat intérieur. Et ça veut dire que cette bagarre intérieure pour ne pas passer comme tel ou pour ne pas faire ça ou ne pas être vu comme tel par les autres fait que cette guerre intérieure, je vais le manifester à l'extérieur. Dans mes comportements, je serai fâché chaque fois que quelqu'un me laisse entendre que ça n'a pas été parfait, pour reprendre cet exemple-là. Donc, je vais manifester cette bagarre intérieure à l'extérieur et ça va bien sûr être pas gagnant dans mes relations avec les autres parce que c'est juste le fruit de ma relation à moi-même qui n'est pas paisible, que je vais finalement reporter et faire revivre à l'extérieur dans la relation avec les autres. D'accord. Est-ce que c'est l'idée que cette part de moi que je n'accueille pas devient une sorte comme un aimant qui va attirer justement ce que je n'aime pas et que intégrer cette part de moi va contribuer à mettre davantage en paix intérieure? Alors oui, ça me parle bien ton exemple, c'est pas comme ça que je l'aurais dit, mais ça me parle tout à fait. Finalement, simplement, voyant que cette attirance, effectivement, elle est inconsciente, encore une fois, et non désirée, et aura donc des effets qui ne sont pas agréables. Hein. Donc c'est de là l'intérêt, finalement, de voir que chaque partie de nous, sans exception, a à être accueillie, dans le sens, elle fait partie de mon être, et que si je peux utiliser une partie en conscience, ça aura un impact très différent que si je l'attire de manière inconsciente et non désirable. Donc effectivement, plus je serai en paix intérieure, plus j'accueillerai partie après partie de moi à l'intérieur avec bienveillance, juste en les voyant comme tels, plus effectivement je pourrai vivre à l'extérieur des relations harmonieuses avec les autres, dans la vie générale et bien sûr avec moi-même surtout, aussi et surtout. Dans une des formations que j'ai eu le plaisir de suivre avec toi, tu as abordé la notion de curseur par rapport à ces polarités. Est-ce que tu veux bien développer ici ce que tu entends par là? Oui, alors en fait, derrière chacune de ces parties de soi que nous accueillons, pour moi, il y a à chaque fois l'idée d'une autorisation à. Je prends l'exemple, il y a des personnes qui ne s'autorisent pas à être égoïstes. Hein, et c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour les autres et qui ne vont pas se laisser de place. Ils vont être au service des autres, mais en s'oubliant au passage. Ce qui aura des conséquences, bien sûr, pas agréables et néfastes à la longue. Donc, au moment où ils vont accueillir et s'autoriser à être égoïstes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir dire, ben oui, il y a des moments où je me donne la priorité, et quitte à paraître pour un égoïste aux yeux des autres, et ce qui fait qu'ils vont décider que maintenant, par exemple, oui, je suis en état de fatigue tel que je ne suis pas en capacité de t'écouter, de t'accompagner, je vais me donner la priorité. Et le paradoxe, c'est que chaque fois qu'on peut accueillir ces parties avec les polarités, celles que j'aime a priori et celles que je n'aime pas, on voit qu'elles ont chacune à leur place, chacune est la bienvenue, et que être égoïste, c'est un immense cadeau que je me fais, puisque c'est de cette manière-là que je vais, en prenant soin de moi, que je serai encore plus au service des autres et dans la relation, et que finalement, ça n'a plus rien d'égoïste du tout. Voilà. Et c'est que finalement, j'ai envie de dire, tout ça, c'est comme si ça se confondait au moment où j'accueille les deux parties, ça crée de l'unité,
Et il n'y avait même plus d'histoire d'être égoïste ou pas être égoïste, tellement ça se fait naturellement et toujours au service de la relation, au service de la vie, moi compris. Ce que j'entends, c'est que cette démarche dont tu parles nous fait sortir d'une idée de la séparativité, de la division, et sortir de l'idée qu'il y aurait des comportements qui seraient tout le temps positifs et des comportements tout le temps négatifs, et que c'est plutôt un choix en conscience et une liberté de pouvoir aller de l'un à l'autre qui va nous amener à nous sentir mieux dans notre vie. C'est quelque chose comme ça? Oui, ça me parle beaucoup. C'est vraiment l'idée encore une fois, de recréer de la paix à l'intérieur, recréer de l'unité. Pour moi, la paix et l'unité, on parle de la même chose. Et après, je prends l'exemple de échec ou réussite, pour moi, nous vivons des expériences de vie en permanence. Et après, chacun peut choisir qui va y coller une étiquette qui s'appelle échec ou une réussite. Ce ne sont que des étiquettes qu'on va coller sur une seule et unique chose qui s'appelle expérience de vie. Et au moment donné où j'accueille pleinement que l'un ou l'autre, ou que ça passe aux yeux des autres comme réussite ou échec, ça n'a juste pas d'importance. Ce qui compte, c'est la manière dont je peux vivre cette expérience de vie, ce que je peux en apprendre, comment je peux évoluer. Et après, on voit que ces étiquettes, elles n'ont plus leur raison d'être, en quelque sorte. Et ça simplifie la vie beaucoup, ça la rend beaucoup plus fluide aussi, et joyeuse surtout. La formation à laquelle je faisais référence, que j'ai suivie avec toi, tu l'as nommée la relation à l'argent. Du coup, j'aimerais que tu développes le lien que tu fais entre ce que tu viens de nous expliquer, la polarité, l'idée que je vais attirer ce que je ne veux pas, et cette relation à l'argent. C'est quoi le lien pour toi? Voilà. Alors, pour moi, le lien, c'est que si je prends sur l'argent, mais on ne verra peut-être pas uniquement l'argent, nous avons des projections. C'est-à-dire qu'on projette des choses sur l'argent qui n'est pas l'argent en fait. On y colle des choses qui ne sont pas argent, mais on va y coller des choses dessus. Je donne quelques exemples. Certains vont projeter des choses a priori positives, sécurité, liberté, autonomie, indépendance, confort. D'autres vont projeter des choses négatives, injustice, le mal, sale, l'argent c'est l'angoisse, la pression ou je ne sais quoi. Et que finalement, chaque fois que je projette quelque chose à l'extérieur, c'est parce que, de manière inconsciente en l'occurrence, c'est parce que c'est une partie de moi qui n'est pas habitée. Je prends l'exemple de l'argent. Moi, je projetais la sécurité sur l'argent. Donc, comme j'étais très insécure intérieurement, j'essayais de compenser ça par l'argent, puisque j'avais projeté ma sécurité sur l'argent. C'est-à-dire que je vais chercher à l'extérieur quelque chose que je n'arrive pas à générer, à nourrir de l'intérieur. Voilà, exactement. Quelque chose qui me manque à l'intérieur. Simplement, ce que j'ai pu voir avec l'expérience, et je le vois sans cesse, c'est que je n'arrive pas à compenser par quelque chose d'extérieur ce qui me manque à l'intérieur. J'ai à recréer cette sécurité intérieure pour finalement ne plus avoir à la projeter sur l'argent. Et en plus, j'ai vu que j'avais beau économiser toujours plus, ça ne marchait pas, ça ne changeait absolument rien à ma sécurité. Ce que j'entends, c'est ce que j'observe régulièrement dans les formations, les accompagnements que je peux suivre, que je peux donner, c'est ces personnes qui pensent que si elles ont le bon moyen à l'extérieur, la bonne stratégie, le bon objet, la bonne situation, elles vont pouvoir compenser quelque chose qu'elles ne se donnent pas. Et en fait, c'est une sorte de course en avant, parce qu'elles n'auront jamais assez de ce qu'elles vont chercher à l'extérieur, tant qu'elles ne nourrissent pas de l'intérieur. Absolument. C'est une course sans fin, et je te rejoins pleinement, parce que je le vois, et pour y avoir été moi-même, c'est la course aux formations, à la certification. Quand je serai certifié dans X, je serai meilleur, je serai capable, et je vois qu'à peine j'ai fini ça, eh ben non, c'est encore un truc extérieur qui ne comble pas ce manque intérieur. Je vais rechercher une autre certification, et ça ne se termine jamais aussi longtemps que je cherche à l'extérieur, plutôt que d'aller voir en moi qu'est-ce qu'il en est avec bienveillance et vouloir m'occuper de ça, effectivement. Donc dans cette démarche-là, l'argent est vu comme un écran de projection, et on va aller explorer toutes les projections que je peux mettre sur l'argent pour chercher cette fameuse partie que je ne nourris pas en moi. Oui, alors donc ces parties, d'ailleurs il y en a un certain nombre, et effectivement donc la relation à l'argent est une porte d'entrée, et selon mon expérience, une porte d'entrée puissante pour se découvrir dans qui nous sommes, ou en tout cas, qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement qui nous sommes. Et là, on voit qu'on va vraiment toucher dans les profondeurs de l'être humain, puisqu'on va voir la valeur que je me donne. Je m'amuse souvent avec les mots, comme on peut utiliser les mots avec l'argent ou avec soi-même. On compte ses sous, mais est-ce que je compte pour moi, est-ce que je compte pour les autres? Quelle est la valeur que je donne à ce que je fais, et les valeurs que nous avons, la valeur franc, euro que nous donnons à des choses à l'extérieur, etc. Donc, et surtout à toucher à nos aspirations dans la vie, à ce que nous aimerions vraiment contribuer. Et il y a un lien très clair pour moi entre notre relation à l'argent et notre manière dont nous allons mener notre vie, notre relation à la vie, en fait, de manière beaucoup plus large. Et donc l'argent n'est pas uniquement un écran de projection, c'est aussi comme un miroir de moi, de comment je me traite et de comment je construis et vis ma vie.
Oui, absolument. Je te donne un exemple très, très simple, je suis sûr que ça parlera à bien d'autres. Combien de fois j'ai vu que je terminais un plat alors que je n'avais plus faim et que finalement je voyais bien que j'avais tellement pas envie de jeter que vraiment que je trouvais que c'était comme jeter de l'argent par la fenêtre, que jeter de la nourriture dans un compost, que finalement je préférais me goinfrer voilà, plutôt que jeter. Et finalement, il y avait comme un prix à payer. Mais c'est moi qui payais ce prix-là. C'est moi qui n'étais pas bien, c'est moi qui digérais mal. Donc je voyais que je me maltraitais parce que tellement ça me faisait mal de jeter la nourriture. Et finalement, ça m'a mis en lien avec la question, mais est-ce que j'aime mieux mon argent? Est-ce que j'aime mieux moi finalement? C'est où que je mets la priorité? Au moment où je m'arrête, que je pose la question, la réponse, je l'ai. Mais aussi longtemps que je ne me pose pas la question, j'ai des comportements qui ne sont pas adéquats, en tout cas pas très aimants vis-à-vis de moi-même. Oui, c'est plus des comportements réflexes que je reproduis, parce que dans mon enfance, on m'a élevé comme ça. En tout cas, personnellement, ça me parle quand tu parles de cette relation à la nourriture qu'il ne faut pas acheter, plutôt qu'une relation vivante à moi, voilà, sur comment je me traite en faisant ça, quoi. Alors ça peut venir de là, effectivement, entre autres. Ouais. Quand tu parles de l'argent en tant qu'écran de projection, quels sont les autres écrans de projection qui peuvent apparaître dans cette démarche-là, et sur lesquels aussi nous allons projeter de la sécurité, du bien-être, de manière illusoire, puisque ça nous vaut à l'extérieur de nous? Ouais. Alors il y en a quelques-uns qui sont typiques où on va projeter sa valeur. Alors, un exemple, ça pourrait être la voiture. Si je veux une belle voiture qui a de la gueule parce que j'ai l'impression qu'on va me regarder différemment de ma voiture, c'est que j'y projette ma valeur. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir une belle voiture. Je peux aimer une belle voiture pour la mécanique et que le regard des autres ne m'intéresse pas. Mais si j'accorde l'importance au regard des autres sur moi dans ma voiture, c'est que j'y projette quelque chose. Typiquement, comme parent, je l'ai beaucoup connu également, à travers les résultats scolaires des enfants, les métiers qu'ils vont choisir. Mes enfants ont fait du sport à haut niveau. Je voyais bien à quel point je projetais ma valeur de père à travers les résultats de mes enfants. Donc, quelque part, je leur faisais porter une pression, puisque inconsciemment, c'était faites des bons résultats, ça me donne la valeur. Et je le vois beaucoup dans le milieu du sport, c'est terrible. À travers les métiers, la fonction qu'on a, je suis sous-directeur, directeur, voilà, dirigeant d'eux, et je vois des personnes, effectivement, au moment d'arriver à la retraite, qui disent « je ne suis plus rien ». C'est vraiment un signe qu'ils se sont projetés, sur donner de la valeur sur ce qu'ils faisaient, et comme s'ils n'étaient pas en lien avec ce qu'ils sont. Alors que je dis « mais tu es toujours le même ». Simplement, tu ne fais plus la même chose, mais tu es toujours le même. Et c'est comme s'il y avait un amalgame, et ça, c'est typique d'une projection également. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir cette approche, cette manière de fonctionner sur la polarité? Voilà, j'ai connu en 2006 Peter Koenig, et il a travaillé durant 7 ans à plein temps pour faire des recherches sur ce thème de la relation à l'argent, comprendre ce qui se jouait. Et quand je l'ai entendu en conférence, j'avais moi-même une relation à l'argent très anxiogène. Et ça m'a parlé en me disant, tiens, ben voilà, une manière peut-être de s'en sortir, parce que je ne savais même pas qu'il y avait moyen de travailler là-dessus. Et finalement, j'étais son organisateur, je me suis formé avec lui. Et aujourd'hui, j'anime ses ateliers autant en France, en Belgique qu'en Suisse. Et nous travaillons bien sûr main dans la main. J'ai une énorme gratitude pour Peter qui donne tout ce qu'il fait avec une grande générosité pour que ça soit vraiment, que ça se répande dans le monde et que ça puisse contribuer vraiment à un maximum de personnes. Peter qui a lui-même écrit un livre sur… 30 mensonges sur l'argent. Pour l'instant, en anglais, il est toujours disponible. Il est pour l'instant épuisé en français, mais il devrait être édité tôt ou tard. Merci Christian. Pour conclure cette vidéo, est-ce qu'il y a un dernier point que tu voudrais aborder que je n'aurais pas traité au travers de mes questions concernant cette relation à l'argent? Alors peut-être, oui, j'ai envie d'ajouter pour moi le but premier de ce travail de la relation à l'argent. Alors là, je crois compris, c'est de faire de la paix à l'intérieur de soi. Et aussi, ce que je peux constater, c'est qu'il y a tellement de personnes qui ne font pas l'activité qu'ils rêvent, qu'ils aspirent, et surtout qui n'utilisent pas pleinement leur talent, leur don, ce qui les fait vibrer dans l'énergie qu'ils vont déployer, et que l'argent est un frein, enfin l'argent, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas réussir est un frein qui les empêche de faire ça. Donc au moment où je peux travailler avec eux et les aider à transformer leur relation à l'argent pour qu'elle soit au service, en accompagnement de leur talent, de leur don, plutôt que ce soit le frein, le blocage qui empêche d'eux. Parce que de mon expérience, chacun qui peut faire ce qu'il aime, chacun qui peut être dans la joie de contribuer à quelque chose, rend notre monde plus joyeux, plus heureux, plus vivant. Donc en tout cas, pour moi, c'est une belle porte d'entrée pour soutenir chacun à cette démarche-là et à pouvoir vraiment œuvrer dans ce monde, à être une partie active de ce monde plus joyeux auquel j'aspire, moi le premier. Je suis sûr que je comprends bien ce que tu veux dire. Est-ce que tu parles que l'argent soit au service de mon être profond et de son aspiration profonde et du cadeau que je vais faire à la vie et aux autres, plutôt qu'une préoccupation telle que ça me freine dans
toutes mes démarches, quelque chose comme ça? Oui, c'est bien ça. J'aime bien donner cette image, de dire finalement quand je pose la question aux personnes, je dis dans quelle direction vous avez envie d'aller dans la vie? Ils vont me montrer cette direction-là. Alors eux, ils savent ce que c'est, avec des mots, ou en tout cas la direction. Et je dis, votre relation à l'argent, elle vous mène dans quelle direction? Et souvent, ils me montrent ça. Et le problème, ce n'est pas ça, c'est parce que si je le vois, je peux en faire quelque chose. Le problème, c'est que la plupart, comme je l'ai fait si longtemps moi-même dans mon métier de banquier, finalement, je vais oublier mes aspirations et je vais juste m'adapter à ma relation à l'argent, en l'occurrence à mes peurs de manquer, de ne pas avoir assez. Donc j'oublie ce qui m'anime, ma source intérieure, ce qui m'anime au fond de moi. Donc l'idée, c'est vraiment de faire l'inverse, adapter, transformer ma relation à l'argent pour qu'elle soit au service de ce qui m'anime au fond de moi et que ça puisse m'aider, être une impulsion plutôt qu'un frein. Et de ce que je comprends, c'est que ces deux mouvements que tu montres, dans le premier, c'est celui qui va étouffer la petite flamme de vie à l'intérieur de moi et je peux même finir par avoir une vie qui n'a pas de sens, alors que dans l'autre, je suis porté par quelque chose, j'ai un élan, j'ai une énergie de réalisation et je me sens heureux dans ce que je fais. J'allais presque dire indépendamment du niveau de revenu que je peux avoir dedans. Oui, c'est exactement ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment où je transforme ma relation à l'argent, une des grandes sources d'inquiétude potentielle qui m'empêcherait d'entretenir cette flamme, d'être en lien avec cette flamme, elle sera plus, enfin ce frein en tout cas ne sera plus présent. Effectivement, ça me permettra d'être pleinement dedans. Merci Christian pour le temps que tu nous as accordé sur ce thème-là. Merci Philippe. Et puis à la fin de cette vidéo, comme à chaque fois, je vous laisserai les coordonnées de Christian avec le cadeau que Christian va nous faire en septembre de la parution de son livre sur la relation à l'argent. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle vie. À bientôt. Au revoir.